Salut à tous, soyez les bienvenus au premier numéro de notre émission Les Trois Coups, une émission culturelle. Au programme de cette émission, nous allons tout d'abord commencer par jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur jusqu'en 1990. Ensuite, nous parlerons polyphonie vocale avec notre invitée Nadia Lavoyer. Le groupe Big Moustache sera le premier invité musical en live de notre émission et nous jetterons un premier coup de projecteur sur les 30 ans de la saison théâtrale et estivale de la boîte à jouer, mais aussi sur le terroir et le patrimoine gersois. Les trois coups, 1, 2, 3, c'est parti, on y va! Et on démarre tout de suite avec un coup d'œil dans le rétro. Alors Pito, quel spectacle as-tu sorti de la boîte à archives aujourd'hui? Eh bien, j'ai décidé de commencer par le commencement. 1990, Molière à la Ressingle, spectacle charnière entre la compagnie amateur, le théâtre de la Redingote et la boîte à jouer. Et qui eût cru que 30 ans après, on serait toujours là? Eh bien écoute, je pense qu'à l'époque, j'y croyais. Alors vas-y, parle-nous de ce spectacle, Molière à la Ressingle, dont on voit l'affiche à l'écran maintenant. Donc Molière à la Ressingle, c'est Jean-Paul Saverdeuil, auteur du spectacle, qui décide de dévier Molière dans sa route. Il remontait sur Paris après avoir passé 13 ans en province. Il arrive à la Ressingle, Ducroisy, le fidèle acteur de Molière, est malade. Et Molière décide d'embaucher un gars du village, un paysan qui amuse ses camarades. C'est la Peyre. Et donc il est embauché pour cette soirée. Donc un spectacle composé d'une légende, une comédie de Molière, du théâtre dans le théâtre, plein d'ingrédients pour réussir. Est-ce que ça a marché? Oui, ça a marché. C'est vrai que ça a été l'euphorie dès le début. Le public était là, la presse était là, la télévision était là. Télévision, dès la première année? Oui, dès la première année. Ouais. On a eu la chance. Christelle Méral, qui est aujourd'hui journaliste à France 2, au JT, et séduite par l'originalité du spectacle, nous fait un magnifique reportage. Elle filme les coulisses, elle filme le spectacle, elle filme l'après-spectacle. Donc pour nous, ça a été un super coup de pouce qui a permis au public de venir. Pour terminer, une petite anecdote sur le spectacle, peut-être? Oui, une anecdote dont on me parle encore aujourd'hui. Jean-Marc Danto était à cheval et à grand coup de fouet demandait au personnage de la Peyre, que jouait Stéphane, d'accepter de se marier avec sa fille. Steph tombait en croix et Polka, la jument, posait sa tête sur la tête de Stéphane et lui léchait le front pour lui enlever la sueur. Steph terrorisé, le public en larmes de rire, très beau moment. Méthode acteur studio, là, j'avais peur du cheval, mais là, vraiment pour de vrai. Combien de spectateurs ont vu ce spectacle? Donc 14 représentations, quasiment 3000 spectateurs. On s'est dit, bon, mais ça y est, c'est parti sur les chapeaux de roue. Première année, on fonce. Et ça marchait? Et ça marchait, mais on aurait préféré que toutes les années suivantes se passent aussi bien. Bien, merci Pito pour cette rubrique. Dans quelques instants, nous allons recevoir notre invitée, Nadia Lavoyer. Mais avant, nous allons faire un petit tour sur le terroir gascon. Le fourquet, c'est l'outil avec lequel je brasse la bière. Brasser, c'est mélanger des maltes d'orge avec de l'eau chaude. Et le fourquet, c'est une pelle à trous. Et vaillant, c'est parce qu'en fait, ça fait référence au chevalier et un peu d'Artagnan. Il y en a en Gascogne, donc du coup, le thème vaillant, fourquet. On se rend compte que les gens, ils ont envie de découvrir de nouvelles saveurs, quelque chose d'un peu plus authentique et d'être un peu plus local. Donc du coup, on s'inscrit vraiment dans cette démarche-là. On ne va pas détrôner non plus le vin, donc il faut qu'on vienne en complément du vin, notamment soit à l'apéritif, soit après le repas, quoi. Alors mon coup de cœur du moment, c'est l'indienne, c'est une IPA, Indian Pale Ale. En fait, c'est une bière hyper houblonnée, parce que les Anglais, quand ils allaient dans les Indes en passant par le Cap de Bonne-Espérance, ils hyper houblonnaient leur bière parce que le houblon est un conservateur. Donc du coup, on a des bières qui sont plus amères et l'amertume est désaltérante. Et en plus, on fait ce qu'on appelle du dry hopping. Donc on rajoute des houblons pendant la fermentation et on extrait en fait plein de saveurs. Donc du coup, notre indienne, en fait, elle a des saveurs un peu agrumes que je trouve très agréables, très rafraîchissantes. Et voilà, c'est mon coup de cœur du moment. Et maintenant, j'accueille Nadia Lavoyer. Par ici, Nadia, s'il te plaît.
Bonjour. Bonjour, assieds-toi. Bienvenue dans les 3 coups. Tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors je suis chanteuse, artiste lyrique, comme on dit dans le métier. Et donc je chante principalement des musiques baroques, Renaissance et XXe siècle. Et donc voilà, tout ça m'a amené à rencontrer beaucoup de gens, à chanter dans beaucoup d'endroits. Et puis je chante par exemple avec des ensembles comme Pygmalion, comme le Concert spirituel, et aussi avec la main harmonique. Qui est à la Romieu. Qui est un ensemble qu'on a fondé avec mon compagnon Frédéric Bétous, basé à la Romieu. Et voilà, ça fait 10 ans que cet ensemble existe. Et donc on est spécialisé dans les polyphonies de la Renaissance et dans les créations contemporaines avec des commandes à des compositeurs vivants. C'est une grosse structure, la main harmonique. Au niveau des projets, on peut être entre 5 musiciens et une douzaine au maximum. C'est pas très gros. Et parce que c'est vrai que on est chanteurs solistes polyphonistes, c'est-à-dire on chante à un par voix, mais tous ensemble. C'est donc pas du chœur, mais c'est pas du solo, comme on voit par exemple des solistes qui chantent avec des instruments. Donc voilà, c'est un peu différent. C'est vraiment pour honorer les polyphonies de la Renaissance, et donc ça correspond à ça. Et il y a un projet qui vous tient à cœur à la main harmonique, qui est le festival Musique en Chemin. Voilà, tu peux nous en parler, s'il te plaît? Exactement. L'association La Main Harmonique donc, a un ensemble de professionnels La Main Harmonique, du même nom. Et on a 2 autres projets. Donc, avant de parler du festival, je veux juste parler du chœur amateur Ambrosia, que Frédéric dirige tous les mois et qui font quelques concerts dans l'année. Et en effet, notre autre projet de territoire, c'est le festival Musique en Chemin, qui a lieu tous les ans autour du 3e week-end de juillet. C'est un festival qui est né il y a 10 ans, qui était d'abord itinérant et qui s'est fixé à la Romieu il y a maintenant 6 ans. Pour ceux qui connaissent un peu le village de la Romieu, il y a une collégiale, c'est votre endroit central, vous chantez autour, comment ça se passe? Exactement, le festival? Donc en fait on chante dans la collégiale pour certains concerts. En fait, c'est pas que du chant, le festival. Il y a aussi des instruments. Par exemple, cette année, il va y avoir du piano. Donc, les concerts de piano, on les fait plutôt dans le cloître. Et selon l'acoustique qui est demandée, on va plutôt dans la collégiale ou dans le cloître ou même en plein air pour des concerts de musique plus musique du monde. D'accord. Combien d'artistes se présentent dans ce festival, cette année, par exemple? Cette année est une année un peu particulière, en général. Mais en général, on fait à peu près 8 concerts pendant 3 jours. Donc ça peut être des concerts de solistes, une personne, mais ça peut être aussi des concerts avec 10 personnes sur le plateau. Ça dépend vraiment de chaque année du programme. Pour conclure, un souvenir marquant de ta carrière au sein de ce métier artistique? Alors un qui m'a marqué parce que c'était un peu source de stress, c'était au BBC Proms à Londres, qui est déjà une salle incroyable parce que les gens sont debout, enfin c'est vraiment une ambiance particulière, mais avant de rentrer sur scène, il manquait une chanteuse qui s'était perdue dans le labyrinthe du BBC, parce que vraiment tout ce qu'on ne voit pas quand on est spectateur, c'est un vrai labyrinthe. Et donc on est rentrés en retard sur scène, tous, donc on a été un peu hués par... comme des bons Français en retard, voilà. Mais voilà, c'était quand même un très beau concert. J'espère que cette année tout ira bien. Oui, oui, on est confiants. Merci beaucoup Nadia. Merci beaucoup. On retrouve maintenant Clotilde en duplex pour le live. Clotilde, est-ce que tu m'entends? Oui Steph, je t'entends. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui, Clotilde? Aujourd'hui, on accueille Big Moustache. Alors, suivez-moi. Le live à tribord, c'est maintenant. Big Moustache, bonjour. Salut. Bonjour. Déjà, première question un peu bateau. Est-ce que ça va? Ça va. Oui, ça va. Ça va, merci. C'est Très bateau. bien. Oui, bon, ça va. Je vais vous laisser vous présenter. Big Moustache, donc c'est un trio. Jérémy juste derrière moi à la batterie, Roland à la basse, moi j'assure la guitare, et puis on chante tous les 3. D'accord, très bien. Voilà. Enfin, et sachant donc, que le chant principal et lead, c'est quand même Victor. on va dire ça. Et donc ensuite, c'est une formation qui a plutôt évolué selon les années. On a commencé en duo, on a été un moment en trio, en quatuor, en quintette. Et puis à un moment donné, on a décidé de professionnaliser le groupe. Et donc, vu que c'est tous les 3 notre boulot, on a décidé de tourner en trio. Et ça fait maintenant plusieurs années que l'on fonctionne sur cette formule-là. Et puis voilà, on joue nos propres compositions.
Dans un style chanson française, rock, folk. Voilà un petit peu selon les influences et les envies de création, on va dire. D'accord. Et d'ailleurs, vous avez sorti un nouvel album en février. Oui, c'est le second donc. On avait fait un premier album il y a 3 ans qui s'appelait Big Moustache, avec que des compos. Là, c'est pareil, ce ne sont que des compositions. Mais la particularité, c'est que c'est un album en fait compilation de musique ou chansons de théâtre, puisqu'on compose aussi et écrit des chansons pour le théâtre, puisque nous sommes comédiens. Tous les trois, enfin nous essayons aussi. Et nous collaborons avec la boîte à jouer qui fêtait cette année ses 30 ans d'existence, rendez-vous compte. 30 ans d'existence. Et voilà, il y a eu ce projet de compiler les musiques et chansons existantes au fil de tous ces spectacles, de ces 30 ans, avec des musiciens qui étaient là depuis le début, qui sont partis, qui sont revenus, nous qui sommes arrivés il y a quelques temps, et ça fait un album de 21 chansons. C'est assez éclectique, je crois qu'il y a assez de patates finalement, parce qu'il y a plein d'univers qui se croisent, et moi, on a bien rigolé. Ouais, on a bien rigolé. Et puis on a fait le choix de réinviter tous les musiciens, chanteurs qui avaient participé. Donc au final, on est plus d'une quinzaine, je crois, sur l'album à participer, donc il y a vachement d'invités, donc c'était sympa aussi. Et on a même pu le tester en live avec la formule, avec les invités. Donc on avait un maximum d'invités en live pour la sortie de l'album en février dernier. Au Théâtre des Carmes, donc tout près d'ici. Et c'était un beau moment. On n'est pas obligé d'avoir vu les spectacles pour pouvoir écouter l'album. Ah oui, complètement pas. Les morceaux ont même été réadaptés, réarrangés. Il y a des versions de l'album qui ont même rien à voir avec ce que c'était un spectacle. D'accord. Bah, après, pour les gens qui avaient vu les spectacles, ça doit évoquer des souvenirs. Oui, c'est encore plus savoureux. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous allez nous jouer? Alors aujourd'hui, on va vous jouer un morceau qui s'appelle Blue Note Life, avec un texte un petit peu énigmatique, une musique assez rock. Alors on a fait ce choix-là de partir dans un univers rock, puisque d'habitude on fait beaucoup de chansons françaises, peut-être des morceaux un peu plus posés, et là on s'est dit, tiens, pour le live de l'émission, prenons un morceau un peu plus punchy. Donc on part dans un univers rock. Ouais. Blue Note Life. Bien, je vous laisse vous installer. Merci. Donc on embarque avec Big Moustache et leur chanson Blue Note Life. Je vous laisse apprécier. Franchir le cercle de feu, penser que tout ira mieux, un pied devant l'autre et puis gouffre sans fond dans la nuit. Asphyxier le monde, les gens, trop de morts ou trop de vivants. La contestation se ride, enterrer les impavides. Blue Note Life, Blue Note Life. And who killed the Pink Floyd? Blue Note Life, Blue Note Life. And who killed the Pink Floyd? Les voodoo ont grandi, sont morts ou sont partis. Brigade de moutons, le lourd devient le patron. La balle a ricoché, les veines se sont tombées. Les cibles et les esprits, c'est le passé qui est joli. Blue Note Life, Blue Note Life. And who killed the Pink Floyd? Blue Note Life, Blue Note Life. And who killed the Pink Floyd? Merci beaucoup. Merci d'avoir mis le feu sur ce bateau. C'était Big Moustache
À toi, Stéphane. Merci beaucoup, Clotilde. Sans transition, je vous propose de partir faire une petite balade dans le Gers. Suivez-nous. Le domaine de Bilé, c'est en fait une histoire de famille qui a débuté dans les années 1960, en 1962 exactement, où la famille de la Védove est arrivée sur ce territoire, à Bassous. Aujourd'hui, le domaine de Bilé, c'est 4 mousquetaires, mon mari, Didier, moi-même et nos 2 fils, qui travaillons 25 hectares de vignes. Il y a 24 ans, on a décidé de devenir vigneron indépendant et de commencer à transformer totalement au domaine. On a commencé à vinifier et on a débuté donc la distillation au domaine en 1996 exactement. Les vins Côte de Gascogne, c'est tout simplement des vins qui sont très intéressants. Pourquoi? Parce que ce sont des vins fruités, faciles à déguster. Et nous, au domaine de Bilé, nous élaborons des vins Côte de Gascogne secs avec des colombards chardonnay sauvignon, des demi-secs avec des colombards sauvignon et gros mansin, des doux avec du gros mansin pur et également des rosés, des rouges. Mon coup de cœur, c'est le rosé de Bilé parce que c'est un vin qui est léger, fruité, qui va se déguster bien frais, en apéritif, comme sur une grillade. Je suis Marie-Claude du domaine de Bilé. Le coup de projecteur du jour est présenté par Carla. Alors, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous parle de En scène, place aux artistes. Donc, c'est un spectacle qui a été pensé et écrit pendant la crise sanitaire pour pouvoir être monté et joué avec toutes les conditions un peu particulières auxquelles nous sommes confrontés. C'est un spectacle qui mêle théâtre, musique, poésie, lecture et aussi de la création. C'est Victor Campa qui a compilé les textes de grands auteurs français. Il a écrit un fil rouge et il se charge de la mise en scène également. Et tu nous en dis un petit peu plus sur le contenu pour nous donner envie d'aller voir ce spectacle? Oui, alors sur scène, 8 comédiens. Nous sommes en 1944, c'est quelques jours avant la libération de Paris. Et on suit cette troupe de comédiens qui est exilée en zone libre et qui est dirigée par un certain Monsieur Jacques. Et ils apprennent par courrier que ça bouge à Paris, que les Parisiens se soulèvent contre l'occupant et que des jours meilleurs semblent arriver. Donc ni une ni deux, ils se motivent tous pour créer, ils s'activent et le but vraiment c'est de pouvoir réouvrir leur théâtre à Paris le plus rapidement possible. Donc c'est un spectacle qui est drôle, qui est émouvant et en plus il nous permet de découvrir ou de redécouvrir des grands auteurs français. Oui, parce qu'au programme il y a Molière, il y a Rostand, Hugo, de grands noms du théâtre français. Exactement. Pendant 1 heure vraiment on prend plaisir à écouter cette belle langue du théâtre. On voit le spectacle qui se construit au fur et à mesure avec plein d'extraits. On voit les comédiens qui s'activent, qui courent dans tous les sens pour construire les décors, pour essayer des costumes entre 2 répétitions. L'avantage du spectacle, c'est qu'il peut être joué partout, autant dans une salle de spectacle que dans un lieu public en extérieur. Le décor s'adapte parce qu'il a été pensé pour ça. Là, l'idée des comédiens, c'est vraiment d'aller de village en village, de le jouer partout, exactement comme ça se faisait avec les troupes itinérantes à l'époque. Et puis tu connais l'adage, si tu ne viens pas à la Gardère, c'est la Gardère qui vient à toi. Si tu ne vas pas au théâtre, le théâtre viendra à toi. C'est exactement ça. Donc si vous voulez plus d'informations sur la pièce ou sur les prochaines dates, rendez-vous sur le site de la compagnie qui s'affiche sur votre écran. Et moi je vous propose de me suivre pour aller visiter le cloître de Condom qui accueillera le spectacle tout l'été en compagnie de Virginie. Bonjour Virginie, nous sommes aujourd'hui sous le cloître de Condom. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Donc nous sommes au cœur de l'ancienne cité épiscopale de Condom, c'est-à-dire un vaste ensemble qui comprend certes le cloître. Nous avons également la cathédrale, l'ancien palais de l'évêque qui est aujourd'hui la sous-préfecture. Et donc par rapport à ce cloître aujourd'hui, c'est un espace ouvert au public, aux visiteurs également. De nombreuses festivités se déroulent ici. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il faut savoir qu'à l'époque des ecclésiastiques, donc du chapitre des chanoines, c'était un espace fermé où seuls les ecclésiastiques avaient accès. Et on pense que les cellules se situaient en fait au-dessus de nous, à l'emplacement du service culturel. Donc là, quand on lève les yeux, on voit ce magnifique clocher de la cathédrale Saint-Pierre qui veille sur nous finalement. C'est un clocher qui culmine à 40 mètres de haut, avec une belle vue vertigineuse de là-haut. Et donc c'est un élément de la cathédrale. La cathédrale ici en fait c'est un grand vaisseau de pierre du début du XVIe siècle,
très élégant, construit dans un style gothique flamboyant. L'édifice en fait est baigné de lumière puisque la partie supérieure est occupée en grande majorité par les verrières. Eh bien, je vous remercie pour cette présentation du lieu. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Carla. Pour terminer notre émission Les Trois Coups, nous allons accueillir Victor. Salut. C'est pour l'invité mystère. Nous avons hâte de savoir où est-ce que tu as posé tes caméras. Alors vous allez le voir dans la vidéo qui suit. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était une belle rencontre. Eh bien bonjour Patrick Ligarde. Est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que nous sommes et pourquoi ce lieu? Alors, nous sommes à Laromieux, voilà, c'est le village dans lequel j'ai grandi, voilà. La collégiale derrière, voilà. C'est ici que j'ai grandi et c'est ici que tout a commencé en fait, puisque c'est aussi dans la collégiale qu'en 79, une troupe de théâtre qui s'appelait le Théâtre de l'Escabeau, qui était installée à Condom, au hameau de Couchette, près de la Ressingle, pendant l'été 79, est venue représenter le Soulier de satin de Claudel dans le cloître de la collégiale. Et je les ai rencontrés comme ça, et c'est de là que tout a démarré. Voilà. Après, je les ai suivis, et voilà. Et ma vie a changé à partir de l'été 79. Voilà. En fait, ce qui me plaisait beaucoup, moi, c'était pas tellement le théâtre, tout ça, c'était plutôt ma sœur qui était intéressée par le théâtre. Et moi, je m'en foutais un petit peu du théâtre. Ce qui m'intéressait, c'était le groupe, l'ambiance, et plutôt la technique, faire des lumières, tout ça. Et puis après, quand je suis rentré dans cette troupe, donc au début, c'était comme technicien. Et puis un jour, ils m'ont dit « Tu veux pas essayer de jouer ?» Je dis « Non, non, non. » Et puis ils m'ont dit « Essaye quand même. » Et puis il se trouve que, voilà, c'est eux qui l'ont vu, pas moi. Il se trouve que j'étais apparemment fait pour ça, voilà. En gros, je crois que dans ces cas-là, on dit c'est plutôt le métier qui m'a choisi que l'inverse. Et du coup, en regardant ta filmographie un petit peu pour préparer cette interview, on voit que tu as tourné quand même avec un grand nombre de grands réalisateurs français. Alors, qu'est-ce qui te motive dans tous ces choix cinématographiques? Est-ce que voilà, comment un petit peu tu choisis tes rôles, tes projets, etc. C'est plutôt des propositions qu'on m'a faites, voilà, et puis subitement, voilà, il se trouve que la plupart étaient souvent des jolis projets, et donc je les ai acceptés. J'en ai refusé quelques-uns, mais pas tant que ça, hein, finalement. Voilà. Et donc il se trouve que chaque fois, c'était des beaux projets, quoi, voilà. Donc là, encore une fois, j'ai été choisi par les films plutôt que moi choisir ce que j'allais jouer. Tu es un comédien complet, puisqu'en plus du cinéma, tu fais aussi beaucoup de théâtre. Donc avec notamment en 98 La Consécration, avec 5 Molières pour André le Magnifique. Allez, si tu devais en retenir qu'un, quel est ton meilleur souvenir de théâtre? Bah forcément André le Magnifique, forcément, puisque c'est un peu mon bébé, pas seulement le mien, mais puisque voilà, ça raconte l'histoire et les personnages sont inspirés beaucoup du village de Laromieux. D'ailleurs, l'adaptation qu'on a faite du film, on l'a aussi tournée ici. Donc forcément, et puis c'est une aventure qui a duré tellement longtemps, puis ça a été un tel succès, donc forcément c'est ce qui m'a le plus marqué. Depuis 2015, tu joues le rôle de Marcel Guingouin dans la série Le Bureau des légendes, et donc ça encore une autre aventure, et ça doit être particulier de garder un personnage aussi longtemps, sur autant d'épisodes. Ben, c'est tout l'intérêt des séries en même temps, c'est-à-dire que ça permet d'avoir un personnage qu'on peut construire sur la durée, et effectivement c'est comment... et d'ailleurs, c'est ce que disait Éric Rochant, le réalisateur, il a choisi un peu ces acteurs comme ça qui seraient capables de tenir sur la durée et donc de faire évoluer des personnages qui sont mine de rien toujours un peu dans les mêmes situations, dans les mêmes... et donc, c'est un peu la difficulté et en même temps c'était tout l'intérêt aussi pour nous, quoi. C'est tellement bien écrit, c'est tellement bien... On se laisse porter par le truc, quoi. Des fois on joue des trucs absolument à chier qui sont très très mal écrits et donc c'est une aventure formidable. Et là d'ailleurs on est classé encore pour la 3e année consécutive, numéro 2 mondial pour une série française, après Game of Thrones pour la 3e année d'après le New York Times. Donc ça c'est pour la petite anecdote, mais c'est juste un truc de fou, quoi. Mais c'est génial, c'est une aventure formidable. Et après, pour une autre petite anecdote, ce qui est très drôle, c'est que comme je suis le grand patron de la DGSE, les flics me saluent dans la rue maintenant en me saluant et en me disant « bonjour patron ». Donc ça, c'est plutôt rigolo. Ben, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Ben, merci à vous aussi et surtout bravo pour aussi ce que vous faites, vous ici, toute votre équipe de la boîte à jouer, etc. et tous ces gens-là qui font tellement de bien pour la culture dans cette région. Voilà. Bravo à vous aussi. Merci beaucoup, c'est gentil. À la prochaine. Merci Victor pour cette rencontre avec Patrick Ligarde.
Ouais, c'était très agréable. Patrick nous a reçus à La Romieux et puis on a parlé théâtre, cinéma, c'était chouette. J'ai hâte de vous présenter mon prochain invité la semaine prochaine. Voilà, les 3 coups, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les partenaires qui croient en cette émission. Merci Pito, merci Victor, merci Carla, merci Clotilde. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez éteindre votre écran et puis aller au spectacle. Ciao. Ciao, ciao.